Bienvenue dans cette série de vidéos basée sur l'histoire du Bénin, anciennement appelé Dahomey. Cette série va se terminer avec 3 vidéos portant sur les lieux à visiter du nord au sud avec d'autres petits détails. La vidéo précédente parlait de l'Empire Oyo. Celui-ci vous parlera d'un autre royaume voisin. Parmi les grands royaumes qui ont façonné l'histoire de l'Afrique, il se distingue par sa puissance, sa sophistication politique et son influence culturelle. Il s'agit du royaume de Kétou. Fondé au XIIe siècle, il était un ancien royaume Yoruba qui était situé dans l'actuelle République du Bénin, près de la frontière du Nigeria. Bien qu'il partage un héritage culturel avec l'historique empire d'Oyo, Kétou a su se développer des caractéristiques uniques tout en étant souvent lié à Oyo, oscillant entre l'indépendance et une soumission partielle. Il était dirigé par un roi qu'on appelle le Oba ou Lala Kétou et il servait aussi de centre politique, spirituel et commercial pour la région. Après la chute d'Oyo au niveau du 19e siècle, Kétou va regagner son autonomie, bien qu'il ait dû faire face aux pressions des différents royaumes voisins et à l'impact du commerce transatlantique. Je viens tout juste de vous parler brièvement de ce que je vais détailler dans tout mon contenu. Mais avant de continuer cette vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification. Il y a des contenus intéressants qui arrivent, donc j'attends. Like, abonne-toi. Partage. Ça parlera encore de la colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière, avec des thèmes qui ne plairont pas à tout le monde, ce qui est normal. Donc, j'invite ces personnes qui sont dans ce cas-là de goodbye, like, comment même, faut partir. Aussi, je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue et ce que je raconte a été raconté avant moi et le sera après moi. Il y a sûrement des parties qui ne sont pas exactes ou qui ont été erronées au fil du temps. Soyez polis et rectifiez la vérité selon vous pour le bonheur de tous, au lieu de montrer à quel point on vous a appris les bonnes manières et vous n'avez pas voulu assimiler ça. D'après plusieurs récits historiques, la fondation du royaume de Kétou a été attribuée au roi Édé. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a d'autres rois, parce que quand je raconte, vous vous rendrez compte que c'est des successions de rois. Donc au final, c'est tous ces rois-là qui ont conduit plus tard à la création de Kétou. Cependant, la datation de cet événement varie selon les sources et les différents auteurs et certains vont le situer au niveau du Xe siècle, d'autres au niveau du XIe et encore plus loin au niveau du XIVe siècle. À l'origine, la dispersion et la migration des différents peuples Yoruba résultent en fait de cette progéniture d'un empereur Yoruba qu'on appelait dans le temps Odundunwa. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Chacun d'entre eux donna naissance l'un après l'autre, ce qui est convenu que nous allons appeler maintenant les grands royaumes Yoruba. La tradition précise même que Kétou est indéniablement considéré comme étant celui du membre aîné de la famille Yoruba. Juste après la mort de l'empereur Ododuwa, il va laisser un héritage bien évidemment à ses 7 enfants, dont Icha Ipachan. Et Icha Ipachan, en fait, c'était le prince d'Ifeïlé qui a décidé finalement de quitter sa ville natale pour entreprendre un périple vers l'ouest à environ 200 km. Et dans cet exil-là, volontaire bien sûr, parce que vous êtes 7, il y a une lutte, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va décider d'aller créer son propre royaume pour tout éviter. Il s'est donc fait accompagner de ses épouses, bien sûr, que l'on nomme Tolu Dagbaka et Odoa, et de ses enfants, bien évidemment, des servantes, ainsi que une partie du clan qui était constituée d'une centaine de familles. Certaines histoires ont raconté que ce départ a été motivé par des conflits internes ou même des guerres civiles qui résultent de la rivalité intense entre les princes qui aspirent au trône qui était vacant. Au cours de son expédition, il va traverser le fleuve Ogun et il va remonter le cours d'un de ses affluents sur la rive droite nommé Oyan. Également, qui a été également plus tard identifié comme étant Aouyan. Il y a des prononciations, je ne pourrais pas le dire, donc je l'écrirai simplement là. Ils firent donc une première halte près d'une colline située sur la berge de Oyan, qui était idéale pour établir un village qui fut simplement nommé Oké-Oyan, ce qui signifie la colline de Oyan. Je sais pas si c'est la bonne définition, mais je pense pas. Hein. C'était tellement bien qu'ils y sont restés plusieurs années. Mais, un jour, une première scission, genre, là, il n'aime pas la paix. Une première scission va se produire. En fouillant un peu partout où j'ai l'habitude de chercher là, j'ai pas trouvé l'origine. Mais je pense que c'est clair que c'est les espaces qui suffisaient pas, il y avait pas assez de nourriture, et ainsi de suite. Donc c'est des petits trucs, c'est des effets dominos en fait, des petits trucs qui finalement s'entassent et après ça donne ce genre de choses. S'il y a des personnes qui ont la réponse en commentaire, let's go. Je veux trop savoir.
Cette scission a finalement conduit à l'abandon d'Okeoyan et Owe, l'un des fils de Icha Ipachan, va prendre la tête de la plus grande partie du clan et va se diriger maintenant vers l'ouest, ce qui va nous donner plus tard Ketu, et a d'ailleurs été suivi par son père. Un autre des princes, parce que je crois qu'il avait 3 fils, le plus jeune, va être accompagné d'autres membres de la communauté. Eux, ils iront vers le nord-ouest et ils vont remonter Onyan jusqu'à la source, traverser l'Opara et s'établir dans une vaste forêt où abondait une faune assez sauvage, notamment des cobards, des buffles, qui attiraient aussi de nombreux lions. Ce nouveau village fut alors nommé Kilibo, ou Kiniigbo, qui signifie la forêt des lions, qui est située actuellement dans la subdivision de Savé. On entend parler de ça, hein, Kilibo. Le troisième prince, quant à lui, c'est-à-dire le Benjamin, va choisir de descendre le cours de Onyan, puis celui de Ogun, suivi par une fraction du clan initial, c'est-à-dire ceux du début là. Il va remonter ensuite vers le nord, au-delà de la source de Ogun, et atteindre la 9e parallèle, où il va fonder l'Empire Oyo, dont j'ai parlé dans une vidéo plus tard. Et c'est à ce moment-là, si vous arrivez à regarder les 2 vidéos, vous allez vous rendre compte qu'à tel point les histoires sont similaires et à quel point, genre, parfois on n'arrive même pas tous à les mettre ensemble parce que les gens, au fil du temps, les gens ont tellement changé de version que tu te demandes c'est qui le père de tel fondateur de royaume, c'est qui le... Les gens qui vont écouter l'histoire vont se dire mais ok, c'est ça, elle a dit. Et vont l'écouter après chez une autre personne, vont se rendre compte que c'est pas vraiment ça, mais il y a toujours un point de similitude. C'est pour ça que je dis les gens qui écrivent des commentaires bizarres là, d'oser. On revient maintenant au premier prince parce qu'on est censé parler du royaume de Ketu. Avec ceux qui l'ont suivi, y compris le roi, c'est-à-dire son père, ils vont marcher sur 2 jours et finir par se trouver dans une forêt où ils vont s'installer car l'emplacement était assez favorable, ce qui leur a permis de fonder un nouveau village qu'ils ont nommé Aro. Et en fait, Aro est actuellement situé entre le Bénin et le Nigeria. Peu de temps après, le roi va mourir. En respectant ses dernières volontés, Owe va le transporter et l'inhumer à Okeoyan, le village qu'ils ont abandonné au début de leur voyage. Owe va donc devenir roi. Pour s'assurer de retrouver facilement la tombe d'Icha Ipachan, il va ériger une tertre et planter des branches d'arbres de Orupa. Les années passent et Owe va bien diriger le royaume, à ce moment-là qui était Aro, et à sa mort, il va être aussi inhumé près d'un sanctuaire qui a été dédié à l'esprit Ogun. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, dieu des forgerons et des armes et de la guerre. Plusieurs autres rois vont le succéder jusqu'à 7 rois. Et en fait, sous le règne de Oye, le clan va s'agrandir, ce qui est totalement normal, les gens se reproduisent. Ceux qui avaient refusé de quitter Ile-Ife au moment de la toute première migration qui n'était pas encore décidée, vont finalement rejoindre tous les clans là et il y aura plus d'espace. N'ayant plus d'espace, les ressources vont s'amenuiser. Les ressources vont devenir déficitaires et il y aura plein de difficultés. Et face à cette situation, Ede va prendre la décision de quitter Aro. Parce qu'à ce moment-là, c'était Ede qui était le roi. Il va prendre la décision de quitter Aro pour s'installer sur des terres qui sont plus fertiles et plus favorables pour l'agrandissement du royaume. Il va donc initier une nouvelle migration. Avant d'entreprendre la migration, le roi Ede va consulter ses fils ou neveux, Salomon, qui est l'aîné, le cadet Idofa et Machai, tous d'excellents chasseurs ayant exploré les environs sur plusieurs journées de marche. Il va leur demander s'ils avaient découvert durant leur chasse des terres qui sont capables de nourrir l'ensemble du clan et adapter à une installation plus durable que là où ils sont. Et les 3 chasseurs vont confirmer que oui, ils ont repéré des territoires qui sont convenables, mais ça ne pourra pas suffire à tout le clan. C'est donc là qu'ils ont décidé de diviser le clan en 3 pour permettre à tout le monde de trouver quelque chose intéressant. À la Lome, on va proposer une forêt qui est à 2 jours de marche vers l'ouest, proche d'un petit village de fond nommé Mankou, avec qui il avait établi des relations amicales. Il va assurer que cette dernière, c'est-à-dire les fonds, n'aura aucune objection à ce que les Yoruba s'installent dans les environs. Le deuxième, Idofa, quant à lui, va suggérer une région boisée bordant un petit ruisseau qui est appelé Yewa et qui sert de frontière à environ 1 journée vers le sud. Machai, lui, il voulait éviter les fonds. Et du coup, lui, il ira plutôt vers l'ouest, au-delà de le tout premier endroit où ils ont migré, c'est-à-dire Okeoyan. Ces derniers vont s'arrêter finalement à une 50aine de kilomètres en amont d'Abeokuta, où Machai va établir le village d'Igboran, qui signifie forêt marécageuse, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Igbaara, qu'on peut retrouver sur la carte du Nigeria. Je reviens maintenant au tout premier, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis avec Ede. Ils vont finalement atteindre les pentes d'un plateau latérique incliné vers l'ouest. Lorsqu'ils passèrent par le lieu appelé Okpometa, le roi Ede, marchant en tête de tout le clan, va entendre des croissements de grenouilles. Et cela va donner un nouvel espoir aux Yoruba qui marchaient depuis des heures sans eau et ils vont demander au roi de se prendre une pause pour chercher de l'eau.
Ede va donc accéder à cette requête et va envoyer un jeune homme en reconnaissance guidé par les chants de grenouilles. S'aventurant dans la brousse, le garçon va tomber sur une case isolée qui s'avérait être la demeure de la vieille sorcière Yamekpere. Entièrement nue, la vieille femme préparait devant un feu une potion mystérieuse tout en murmurant des incantations secrètes. Le premier messager du roi, sans prendre la peine de se signaler, comme l'exigeait la coutume, en frappant de sa main, fit interruption dans la case de la vieille. La sorcière, furieuse d'être surprise dans une telle posture, surtout qu'on l'a interrompue en pleine incantation, désormais compromise, va lancer une malédiction sur le petit. Pourquoi je dis le petit? En un instant, le jeune homme va s'effondrer sans vie au sol. Ne voyant pas revenir son envoyé, Ede va donc dépêcher un deuxième jeune homme pour enquêter. Mais celui-ci, par contre, il va faire tout le contraire du précédent. Il va toquer à la porte pour signaler son arrivée. Du coup, Yamekpere, elle est tout en train de faire incantation, va quand même lui ouvrir sa case et elle sera intriguée par la visite. Elle va l'interroger en lui demandant quelle est la raison de sa venue. Le jeune homme lui répondit très respectueusement. Mon père, le roi Ede, qui vient de quitter Harrow, se trouve tout près avec tout son peuple. La soif nous accable et en entendant les grenouilles croasser, le roi m'a envoyé chercher de l'eau. Mon frère aîné, qui m'a précédé ici il y a peu, ne revient pas. Peut-être s'est-il égaré. Je suis entré pour vous saluer, ô ma mère, et vous prier de nous indiquer où trouver l'eau. Touché par cette politesse et calmé de sa colère, Yamekpere permit au jeune homme de prendre de l'eau. De plus, elle décida de ramener à la vie le premier messager, levant ainsi la malédiction qu'elle lui avait jetée. Poussée par la curiosité, la vieille sorcière va choisir de sortir de sa case pour en faire rencontrer ce fameux roi dont elle a entendu parler. Après 2023, 2024, maintenant 2025. Toujours avec un contenu instructif, 365 jours pour voyager au cœur de la culture béninoise. Un tableau par mois avec de très belles explications. Des proverbes par semaine, des quiz stimulants. Mais à combien? Au prix forfaitaire de 5 000 francs. Une offre exceptionnelle de moins 10% jusqu'au 15 décembre 2024, disponible en France cette année, pense à réserver. Je te laisse dans la suite de la vidéo. Accompagnée des deux jeunes envoyés, c'est-à-dire le revenant et celui qui n'a jamais été atteint, elle rejoignit le sentier où se trouvait le roi Ede avec son peuple. Après un échange de salutations, la vieille sorcière va exprimer sa surprise de voir le roi Ede accompagné d'une foule si nombreuse d'hommes, de femmes et d'enfants sur un sentier qui était habituellement désert. Le roi lui expliqua les raisons de sa présence, lui indiquant de l'armer la forêt à l'ouest où ils espéraient s'établir et fonder une nouvelle ville. Yamekpere, touché, lui souhaita bonne chance et promit de préparer plus tard un talisman pour protéger la future cité. Après donc avoir quitté la sorcière, il descendit les pentes du plateau là et traversa un petit ravin et arrivait dans la forêt tant convoitée. Ils s'arrêtèrent à proximité d'un Niroko qui était connu du fils aîné car au cours de ses innombrables chasses, il utilisait ce table-là comme gibecière. Il leur fallait maintenant allumer du feu pour préparer leur repas. Alaloumon était le seul à connaître bien les environs. Il se chargea donc de cette tâche. Il se rendit rapidement au village fond de Pankou, situé à une demi-heure de marche vers le sud-ouest par rapport à l'Iroko où ils se sont installés. Là, il entra dans la case de Ya Pankou, la vieille femme du village, et lui demanda un tisson de feu. Reconnaissant Alaloumon, elle lui donna volontiers un tisson enflammé qu'il rapporta aussitôt à son groupe. Les feux furent allumés autour de l'Iroko. Les femmes commencèrent à préparer le premier repas de la nouvelle cité. Cet événement marqua le premier contact entre les Fon et les Yoruba, donnant donc naissance à une cérémonie célébrée à Kétou, connue sous le nom de cérémonie du feu. Lors du décès du roi, dès que les ministres annoncèrent officiellement la triste nouvelle par la voix du crieur public, tous les feux de la ville sont éteints en signe de deuil. Le lendemain de leur arrivée près de l'Iroko, tous les Yoruba se mirent donc au travail pour construire les cases, les habitations. D'après les informations, près de 120 familles, dont 9 familles royales, avaient suivi le roi Ede. Ces familles vont se regrouper en quartiers distincts selon leurs liens de parenté et leur affinité. Le premier édifice à être construit fut le palais du roi, une demeure assez simple, à peine distinguable des autres constructions voisines. Un petit mur en terre d'argile enfuit le tout et un corps de garde fut installé à l'entrée. Le quartier s'éleva rapidement autour du palais d'Itaoba, c'est-à-dire quartier du roi. Les Yoruba furent bien accueillis par les Fon, les premiers habitants du sol, et aucune hostilité manifeste ne se fait ressentir à ce moment-là.
Toutefois, avec le temps, les Fon commencèrent à se méfier des nouveaux arrivants. Chaque jour, ils constataient que les terrains que eux ils avaient réservés pour les différentes cultures futures étaient occupés par les Yoruba. Ils semblaient agir comme s'ils avaient toujours eu des droits sur ces terres-là. Pour éviter les conflits, les Fon ont décidé progressivement d'abandonner les terrains à l'est. Dans une clairière de la forêt, deux Fon, Akinoko et son voisin, Adjahosu, résidaient avec un tisserand bossu. Les différentes incursions répétées des Yoruba finissent par épuiser leur patience. Pour avoir la paix, ils ont préféré laisser leur terre et se rendre dans le village d'Ewe, à une dizaine de kilomètres au nord, où ils vont retrouver leurs compatriotes. Le roi Ede, se souvenant de la promesse faite par Yamekbere, c'est-à-dire la vieille qu'ils ont rencontrée quand ils étaient en train de venir là-bas, envoya un de ses fils lui rappeler la promesse du talisman pour protéger le village. La vieille sorcière va demander plusieurs ingrédients nécessaires à la fabrication du médicament magique ou du talisman magique, et ces dernières vont être fournies par le roi. Et un jour, Yamekbere va se rendre dans la nouvelle cité avec la mixture qu'elle a préparée, qui était un truc assez protecteur, et selon les différentes règles de l'art, elle va l'enterrer dans un coin secret du quartier d'Idadje. Elle va assurer au roi que ce talisman-là va lui apporter la prospérité et empêcher les différents ennemis de pénétrer dans la cité par ce quartier. Il ne restait plus qu'à donner un nom à la nouvelle agglomération. Le roi Ede va convoquer un conseil des chefs des principales familles. Après de longues délibérations, ils vont finir par accepter le nom qu'a donné l'un des membres du conseil là, parce qu'il a pu expliquer d'une façon. Il y a quelques mois, un tisserand bossu de race Fon vivait ici, chez Akinoko. Quelqu'un a-t-il jamais réussi à redresser sa bosse? Non, assurément. Tout le monde sait que c'est une tâche impossible. Eh bien, tout comme personne ne peut redresser cette bosse, de même, personne ne pourra détruire notre ville. Au milieu des marques d'approbation, il conclut donc une phrase allégorique, Ketuke, Kefolu, qui redresse la bosse qui détruit la ville. Pour concrétiser ce défi symbolique, il fut décidé, cette partie m'énerve, il fut décidé de sacrifier le tisserand bossu. Un détachement de soldats a donc été envoyé pour l'arrêter. Le gars vous a rien fait, moi je comprends pas, sauf si genre la partie n'a pas bien raconté. Le malheureux locataire d'Akiniko, le malheureux locataire d'Akiniko fut pris et emmené devant la porte du village et sacrifié et enterré sur place. La ville fut ainsi nommée Ketu, en souvenir de ce geste, et son roi va devenir Ala Ketu, c'est-à-dire magicien de Ketu. Dis que c'est ça, c'est pas un roi de Ketu. Ketu, mais c'est Kentuke. C'est avec l'arrivée des Blancs que c'est devenu Ketu. À partir du XVIIIe siècle, Ketu entre dans une période assez trouble et les différents conflits marqués par la rivalité entre le royaume Fon du Dahomey et le royaume Yoruba d'Oyo, qui est censé être son frère. En tant que zone tampon aussi de ces deux différentes puissances, Ketu va en fait subir les différentes conséquences de cet affrontement. C'est comme s'il était en plein milieu des deux. L'agressivité des souverains dahoméens vont entraîner la ville dans de nombreuses batailles avec le royaume d'Abomey. L'un des incidents majeurs va survenir en 1858 avec l'assassinat du roi Gezo. Là, j'ai beaucoup avancé avec le temps et tout ça. On va pas trop détailler non plus. Qui est survenu en fait dans le village d'Ekpo, qui a une dépendance de Ketu. Et cet assassinat va plonger Ketu dans l'agitation. Craignant des répercussions venant bien sûr du royaume de Dahomey, Adégbédé va hésiter à prendre des mesures assez décisives qui vont lui attirer la colère de ces différents sujets. Genre, il a pris le temps à se décider, à dire, faut qu'on place déjà les armées, sinon les gars vont débarquer parce qu'on a tué le roi, alors que c'était sûrement pas le cas. Le roi est venu se battre là, et puis les... La confusion qui va s'en suivre, combinée à son impopularité, va conduire à une fin tragique pour lui, qui se voit contraint finalement de se suicider. Sous le règne du roi Glele, les différentes ambitions du Dahomey vont se tourner alors vers d'autres royaumes Yoruba. Bah, genre, ils les ont laissés quoi. Quand le Dahomey est mort là, ils ont dit, c'est mieux aller ailleurs. Ketu est accusé de complicité avec l'ennemi, notamment parce que l'armée dahoméenne s'y ravitaillait souvent. En 1883, une dispute d'approvisionnement entre Ketu et d'autres royaumes vont mener à la colère de Glele. En août de cette année-là, profitant d'un conflit entre Ketu et Ibadan, Glele va lancer ses troupes contre Ketu, qui est prise par surprise. Le roi Ojeku est capturé et décapité, tandis que la ville est mise à feu et à sang par les forces de Glele. Malgré cette victoire, Glele ne va pas cesser les hostilités avec Ketu. Après
Apprenant que la stratégie militaire de la ville est désormais défensive, il décide en 1886 d'une nouvelle offensive contre Kétou. Cette attaque va se révéler de très courte durée et particulièrement très coûteuse pour ses troupes, car la muraille de Kétou est infranchissable. Le 14e roi, le roi Sa, Kétou a pris les précautions et la ville était entourée des remparts, c'est-à-dire des fosses de 10 mètres de large et 15 mètres de profondeur. Et c'est à l'extrémité de ces remparts-là qu'on a construit le musée Akaba Edena. Akaba Edena qui veut dire maison de garde. Akaba veut dire maison, Edena veut dire garde. Donc maison de garde, là où on fouillait les gens. Et tu pouvais avoir accès dans la ville que par la seule entrée de la porte de Akaba Edena. Cependant, il va mettre en place un blocus et un siège de 3 mois pour affaiblir quand même la ville. En fin de compte, Kétou va être prise par la faim et la guerre. La ville va être pillée, les temples et les hôtels vont être détruites et les maisons vont être réduites en cendres, une maison réduite en cendres. Les habitants et les soldats de Kétou vont être capturés et conduits à Abomey où ils vont subir la honte et la cruauté, tandis que les chefs vont être exécutés. Il faut donc attendre 8 années, c'est-à-dire le moment de la défaite du Dahomey face au général Dodds. Finalement, dans cette vidéo, je suis un peu contente. Mais dans la vidéo, je vais dire que Doda Gaila ne pas contente. Pour avoir finalement la renaissance de Kétou. Et ce n'est qu'en 1894, c'est-à-dire quand ils ont chopé Péranzine, sous le règne du roi Onigui, que Kétou va commencer à se relever de la destruction. Depuis lors, la ville a été dirigée par 5 souverains, dont le dernier Odedon Loye, successeur d'Aladé Ife, qui est décédé le 22 janvier 2018. Aujourd'hui, Kétou est un symbole assez important de l'histoire et de l'identité des Yoruba. Et la ville reste encore un centre culturel pour les Yoruba du Bénin, où les différentes traditions ancestrales continuent encore de s'exprimer à travers les différentes cérémonies et les organisations sociales. Nous sommes à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi, avec mes histoires décalées, coupées là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager de bons commentaires. Même s'il y a une partie qui est fausse, faut préciser pourquoi en fait. Merci. À bientôt pour d'autres voyages dans le passé.